dit tout à l'heure, ils viennent de commencer. Et en fait, ce qu'on a prôné, c'est surtout de tester l'idée, donc de trouver un beau produit market fit, etc. Du coup, comment est-ce que toi, tu as testé l'idée et quel a été ton premier MVP? Alors déjà, la particularité, c'est que moi, quand j'ai lancé le site, au début, MVP, mais c'était vraiment des trucs, genre je disais, ok. Même j'avais participé à un concours, je me souviens très bien, au tout début, donc le site n'était même pas encore lancé. Il y avait Olivier Mathieu parmi les jurys, donc c'est l'un des cofondateurs de Price Minister et tout. C'était le concours Samsung Launch People, donc c'était un truc il y a 4 ans, quoi. Et les mecs, pendant donc le jury, donc on était arrivé en phase de finale, hein. On n'était plus que 2 sur 1500, donc c'était vraiment ouf pour nous, c'était waouh, putain. 2 personnes sur 1500, c'est incroyable, c'est plus sélectif qu'HEC et tout, ou je sais pas quoi. Et du coup, on était super contents. Et arrivé devant le jury, le type nous demande à la fin, oui, et donc, quel est votre business model? Et j'étais avec un pote à ce moment-là qui était mon cofondateur, qui était plus un meilleur pote que j'avais trimballé là juste pour montrer qu'on avait une équipe. Et on se regarde et là on rigole, on fait notre business model. Mais oui, bien sûr, évidemment. Et voilà, c'était juste pour donner un petit peu l'idée. Donc MVP à ce moment-là, on savait absolument pas ce que c'était. Et du coup, on l'a lancé de manière assez instinctive. On a lancé un site parce qu'on n'avait pas de thunes. Du coup, on avait rien. Je pouvais pas payer des freelances. Moi, je savais pas développer, je savais rien faire. Donc en fait, il fallait de manière drastique. Enfin, on n'avait pas le choix. C'était fatal. On était obligé de faire un tout petit truc et tester l'idée. Et du coup, au début, on l'a lancé en 2 semaines en fait. Ça faisait 1 an qu'on rechignait, qu'on faisait comme beaucoup d'entrepreneurs, on passait beaucoup de temps sur le produit, l'idée, à réfléchir à n'importe quoi, bref, c'est de la branlette intellectuelle quoi en bref. Et du coup, au bout de 2 semaines, j'ai lancé un compte à rebours sur notre page Facebook, J-10. Donc ça fait moins de 2 semaines même en réalité. Bref, j'ai lancé un J-10, j'avais un dev et un designer à cette époque-là, qui sont le CTO et le CPO de Goody d'aujourd'hui, donc c'était il y a plus de 4 ans, et ils étaient en freelance à ce moment-là, et je leur ai dit, bon bah écoutez les gars, j'ai lancé le compte à rebours. Et du coup, ils avaient 10 jours pour développer le site, ce qui en soi leur a pas du tout fait plaisir comme manière de procéder. Bon finalement on travaille toujours ensemble aujourd'hui, ça se passe très bien, je fais plus ce genre de truc, mais en fait c'est fait comme ça, on s'est dit, bah ok maintenant on arrête les conneries, on a 10 jours pour, enfin j'ai dit, on a 10 jours pour lancer le site, et le site devait être lancé à 20h le 16 mars 2014, il a été lancé à 20h05 parce qu'à 20h on n'avait toujours pas fini de le développer. Donc il y avait encore des problèmes de base de données. Juste pour donner une idée, les premiers donateurs, c'était mes potes, c'était les potes de Thomas, Tristan et tout, c'était un réseau familial, machin. On est passé de 10 donateurs, 50 donateurs, 100 donateurs. Au début on prenait des shots à chaque don parce qu'on était contents. Puis après il y en a eu 5000 et là du coup on s'est dit bon, on va éviter le coma éthylique dès la première soirée. Et en fait... Ouais, ça a été assez fou parce que au début, c'était juste un réseau familial et puis ça a très vite été partagé sur les réseaux sociaux. Mais en fait, la première soirée, il y avait peut-être un don sur 4 qui n'était pas vraiment enregistré en base parce qu'il y avait des problèmes de développement derrière et la base de données n'était pas à jour. Donc le site était vraiment, c'était un site vitrine quoi en quelque sorte. On a bien payé tous les dons et tout, il n'y a pas de souci, mais il y avait plein de bugs. Et en fait, il faut pas s'attarder sur le produit. Aujourd'hui, si on en est là, c'est parce qu'à un moment, on a dit bon bah maintenant on lance le sujet, enfin le produit, et puis on verra ce qui se passe. Et finalement, ça a bien marché au début. Après, il faut beaucoup apprendre lors de cette phase de lancement parce que c'est là où finalement on confronte son produit à ses utilisateurs, on a des retours, aussi bien des utilisateurs mais aussi des marques, parce que nous on travaille aussi avec des clients en B2B ou en B2C. Et donc c'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est là où on rentre dans le rush où on dépense de l'argent tous les mois. Ah mince, du coup dans 6 mois j'ai plus d'argent, mais du coup il faut que j'apprenne, il faut que j'améliore mon produit, etc. etc. C'est là que ça devient vraiment la course et que ça devient intense et intéressant, quoi. Voilà. Mais du coup, comment tu as réussi à convaincre ton premier annonceur ou entreprise d'être sur la plateforme du coup? Ouais, là, j'ai vraiment fait le faillot. En gros, au tout début, je suis allé voir par exemple la BNP ou je suis allé voir des grosses marques en fait qui ont l'habitude de faire de la publicité sur Internet, qui sont un petit peu engagées. La BNP, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je sais pas si, bref. Du coup, voilà, je suis allé voir des marques et finalement ils m'ont tous jeté en fait de manière assez polie au début, parce que quand on a 17-18 ans, qu'on lance une boîte, qu'on n'a pas d'audience, qu'on n'a pas de marché, qu'on n'a rien fait encore, on n'a pas vraiment de crédibilité ou de légitimité pour faire ça, ce qui est compréhensible en fait. Du coup, j'avais eu un petit peu de presse, j'ai essayé de capitaliser sur la presse. La presse c'est souvent facile à voir parce que les journalistes ils aiment bien parler de sujets innovants et tout, et du coup si vous arrivez à raconter une bonne histoire, ça vous permet de crédibiliser pas mal votre histoire, alors que clairement un article dans Challenge, les 100 startups dans lesquelles investir, ça vaut clairement rien entre nous, mais néanmoins aux yeux du grand public c'est cool, donc autant le faire. Et du coup j'étais allé voir plein de marques, toutes m'avaient jeté finalement, même les ONG en réalité, les associations auxquelles j'arrivais, et je leur disais écoutez je vais vous reverser de l'argent, même elles ne voulaient pas. Donc du coup c'était un petit peu dur au début, et finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai fini, et c'est vraiment ce que je voulais éviter, par aller voir mon père qui a une boîte il vend du Moneuil en fait, donc vraiment rien à voir. Il vend des produits cosmétiques en bref, une petite marque. Et du coup je lui ai dit bon bah est-ce que tu veux bien mettre 2500 euros
au mieux, ça marche et ta pub elle sera vue, tu seras le premier à avoir une exclusivité sur Goody d'un site international bientôt, je te promets ça va marcher. Au pire, je te rembourserai et du coup les vues ne seront pas diffusées et donc tu n'auras rien perdu. Et donc il accepte, donc je fais la vidéo, c'est moi qui crée tous les contenus et tout. Il m'a payé cette campagne 6 mois après parce que mon père c'est un radin, enfin bref. Mais ça a très bien marché, donc en fait je pense que c'est la campagne de pub qui a été la plus, la plus efficace au monde peut-être. Il y avait même eu des ventes et tout derrière, sauf que le problème c'est que son budget, au lieu de partir en un mois ou un mois et demi, ce qui était censé être le cas, parce que je pensais que ça marcherait, mais pas si bien, et il est parti en une semaine. Donc du coup après j'ai dû lui demander un petit peu plus, et j'ai dû aussi aller chercher et me dépatouiller pour aller chercher d'autres budgets, donc d'autres annonceurs qui mettraient de l'argent. Et finalement là j'ai eu de la chance, ça s'est assez bien enchaîné. J'ai eu une première agence qui m'a contacté, j'ai pris le beau temps, j'ai appelé les agences médias, donc c'est en gros des intermédiaires entre les annonceurs et nous, une par une, au téléphone, je faisais de la prospection, j'allais les voir même, je me faisais jeter par l'accueil, machin, et puis c'est comme ça que ça s'est mis en route, quoi. Très bien. Et en fait, comme ce que tu disais tout à l'heure, c'était que ton cofondateur, c'était ton meilleur ami. Et on sait que une équipe, c'est un des facteurs clés de succès. Du coup, comment tu as formé ton équipe par la suite? Ouais, alors c'est un peu particulier. En fait, j'ai commencé avec mes deux meilleurs amis, puis on s'est clashé, on n'est plus du tout potes. Non, c'est pas vrai, non. Mais en fait, oui, j'ai commencé vraiment avec mes deux meilleurs amis, Théophile et Chao, qui sont toujours mes deux meilleurs amis, mais du coup, ils le sont aussi peut-être parce qu'on a arrêté de travailler ensemble. Après, je sais pas, il y a des exemples qui font que ça marche très bien. Mais eux, en fait, vu que c'était une période assez particulière, parce qu'on était étudiants et tout, enfin, on n'était pas du tout dans le modèle startup, un trio, un designer, un développeur, machin, un commercial, enfin, on n'y connaissait rien à tout ça. Donc moi, j'ai commencé, j'avais eu cette idée, j'en ai parlé avec mes deux potes, on s'est dit tiens, on vendait des boules caisses ensemble parfois devant les concerts, parce que les gens ont mal aux oreilles quand ils vont voir des concerts, donc on vendait 2 € la paire, 3 € les deux paires et tout, on se faisait un petit peu d'argent comme ça. Et du coup, je leur ai dit, au lieu de vendre des boules caisses, venez, on essaie de faire un truc qui a un peu de sens. Et on a commencé à travailler là-dessus, on a participé à des concours ensemble, etc. Et puis après, ils ont commencé, il y en a un qui est parti à Lausanne, donc à Polytechnique, et l'autre qui est parti faire du droit. Maintenant, il est à l'armée, donc rien à voir. Et en fait, ils ont abandonné le truc petit à petit, quoi. Et puis moi, c'était quand même mon idée à la base, et j'y étais assez attaché. Et vu que j'allais faire une carrière commercial, je me suis dit autant continuer. Et du coup, moi j'ai persévéré et je l'ai lancé avec Thomas et Tristan après. Donc il était freelance au début et que j'ai rencontré beaucoup de chance aussi. Enfin, j'ai pas rencontré 10 développeurs, enfin j'en ai rencontré quelques-uns avec lesquels c'est des gens très sympas, mais voilà, juste très sympas. Et du coup, on s'est pas associés, mais avec Thomas et Tristan oui. Et puis après voilà. Très bien. Et du coup, être entrepreneur, c'est beaucoup de hauts et de bas. On le sait tous très bien. Pour toi, qu'est-ce qui a été, entre guillemets, ta pire expérience, mais c'est du coup aussi celle qui t'a appris le plus, et ton meilleur souvenir? C'est censé être mon meilleur souvenir ou c'est deux trucs différents? Ok. Différents. Ça aurait pu être le cas peut-être, je sais pas, mais pire expérience, il y en a plein, enfin franchement, il y a plein de trucs, il y a plein d'erreurs que j'ai faites et tout, moi particulièrement, je pense. Un truc qui était pas top. Au début, j'ai fait une levée de fonds de 500 000 $ du coup assez vite, en février 2015. Donc c'était moins d'un an après avoir lancé le site. Donc j'avais 18 ans. Donc à 18 ans, qu'on a un demi-million entre les mains et tout, on fait n'importe quoi. Enfin, c'est genre, tu sais pas quoi en faire en fait. Tu fais ok. Moi, il y a encore une semaine, je demandais à ma mère 50 € pour me payer une glace, quoi. C'est cher la glace, hein, mais du coup, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'ai pas fait que n'importe quoi, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs avec cet argent et tout. Ce qui fait que, au lieu de prévoir sur 18 mois le plan de dépenses, je l'ai peut-être prévu sur un an, peut-être. Et du coup, au bout de 9 mois, on se dit, merde, il reste plus que 3 mois là, comment on fait? Et du coup, ce qui fait mal, c'est pour soi, pour Goodit, enfin pour la boîte, mais aussi pour les personnes qui sont derrière. C'est des erreurs qui coûtent pour soi, pour la boîte, mais aussi pour d'autres. Et du coup, c'est ça qui est plus dur. Et quand on crée une boîte, on implique plein d'autres personnes, et du coup, il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. Et évidemment, on peut faire des erreurs, c'est normal, mais il faut être bien conscient parfois des conséquences de ce qu'il y a derrière. Et en réalité, souvent, quand on entreprend au début, surtout quand on est jeune, on n'a pas conscience. Il y a plein de boîtes aujourd'hui, des startups qui lèvent beaucoup d'argent et qui font n'importe quoi, et qui s'arrêtent pas assez vite, et du coup, ça fait mal à beaucoup de gens derrière. Et voilà. Donc voilà, nous, finalement, il y a 2-3 personnes, effectivement, qui ont... Ça s'est bien passé à la fin, mais néanmoins, ça crée quand même des conséquences qui sont négatives. Mais ça a été positif pour plein d'autres gens. Et finalement, c'est comme ça qu'on a continué. Mais voilà, ça c'était une erreur. Mais parmi plein d'autres. Et du coup, par exemple, si tu avais eu un accompagnement, si tu avais été accéléré en phase early stage, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé avoir comme accompagnement?
Pour moi, c'est hyper dur d'accompagner les startups. Je sais pas comment vous faites. Enfin, franchement, pour moi, effectivement, il faut un accompagnement moral, mental, physique aussi sur certains points. Mais pour moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quand même un truc assez seul. Enfin, on est quand même assez seul aussi. Et en tout cas, il faut en être un peu conscient. Évidemment, on peut être accompagné et tout, mais il y a personne qui gérera votre boîte. Enfin, pour moi en tout cas, qui gérera votre boîte à votre place, quoi. Et il y en a beaucoup qui voient aussi dans l'incubation, dans l'accélération, une finalité. À coup, je vais vers cet accélérateur, machin. Et je pense que c'est bien. Oui, je suis School Lab, c'est vrai. Non, je pense que c'est bien et tout, mais c'est très dur. Et qu'est-ce que j'aurais aimé comme accompagnement Je sais pas. Moi, au début, je l'ai toujours trouvé un peu tout seul. Alors, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais j'ai toujours trouvé un peu tout seul l'accompagnement. Je me suis fait un peu mon incubateur perso. Genre, j'ai trouvé des gens en qui je pouvais avoir confiance, avec lesquels j'ai communiqué et tout. Et finalement, ça n'a pas suffi. J'ai fait le Nouma après. Donc voilà. Mais voilà. Mais du coup, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir discuter, dialoguer avec des personnes qui sont et même elles vous donneront des conseils, mais il faut toujours avoir cette perspicacité et arriver à synthétiser. On a beaucoup toujours, et surtout quand on est entrepreneur, de conseils qui viennent de partout, de personnes qui sont plus ou moins d'ailleurs légitimes pour vous les donner, même si je pense que tout le monde peut l'être. Même le jardinier en face, même s'il connaît rien à votre startup ou à votre business model, parfois il peut avoir des meilleurs conseils qu'un type qui a créé 3 boîtes derrière, quoi. Donc clairement, il faut arriver à le synthétiser, et parfois c'est très dur, parce qu'on chope 5 conseils sur un seul sujet, sur une seule thématique, et du coup il faut arriver à scinder. Et donc il faut être bien conscient de sa responsabilité en tant qu'entrepreneur, de pouvoir synthétiser tout ça et trancher. Et voilà. Donc, Et toi, personnellement, quel conseil tu donnerais à nos jeunes entrepreneurs ou aux entrepreneurs ici qui sont dans la salle? Du coup de pas m'écouter en bref. C'est un peu ce que je viens de dire, genre. C'est m'écouter et écouter les personnes qui vous donnent des conseils, mais il n'y a pas de vrai conseil. Les vrais conseils que vous pouvez avoir vraiment ils viennent de vous, quoi. Enfin, pour moi c'est vous qui êtes maître de votre boîte, qui êtes maître de votre destin. Si vous voulez faire un choix, il faut l'assumer jusqu'au bout, et en réalité il n'y a pas d'autres personnes meilleures que vous-même pour prendre une décision dans votre boîte. Enfin, pour moi c'est évident, quoi. Du coup ouais, il faut être conseillé, il faut écouter ce que disent les autres, mais à la fin je pense que la meilleure personne, et ça il faut en être bien conscient, la plus légitime en tout cas pour prendre une décision, c'est vous. Donc à la limite, si jamais vous voulez assumer une décision qui va à l'encontre de 5 personnes, voilà, c'est cool. Il faut juste l'assumer jusqu'au bout. Après peut-être que vous avez fait une erreur, et c'est pas grave, mais juste il faut s'en rendre assez vite compte. Mais voilà. Et le reconnaître aussi, c'est important. C'est vrai. En ce moment, on sacralise un peu la levée de fonds, du coup. Tu nous as dit que tu as levé. Qu'est-ce que toi, quelle est ton approche à ce niveau-là et qu'est-ce que tu en penses? De la levée de fonds? Oui. Ton avis c'est bien. l'approche. C'est mal, je sais pas. Ça dépend de vous. Enfin, ça dépend vraiment. Il y a plusieurs moyens. Enfin, je peux faire une définition, mais il y a plusieurs moyens de se financer. Des prêts, je sais pas, des bonds, n'importe quoi, et la levée de fonds. Si vous êtes en phase où vous pensez que effectivement ça peut être intéressant de lever des fonds parce que vous avez besoin d'accélérer, parce que vous avez besoin de l'aide, de l'appui d'un VC qui vous donnera des super conseils évidemment. C'est pour ça qu'on va les voir. Du coup, bah ouais, clairement ça peut être intéressant. Après. Ouais, enfin, j'ai pas de, enfin, oui, la levée de fonds, ça peut être bien ou ça peut être mal, ça dépend du stade de votre boîte. Je pense que juste, effectivement, il faut pas le sacraliser. C'est dur, une levée de fonds parfois. Enfin, c'est tout un travail au début, ça met beaucoup de temps. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. La première levée de fonds de 500K, je l'ai faite assez naturellement et tout. À la fin, il y avait un type qui voulait mettre 1. Ouais, ça c'est un point par contre. J'avais la possibilité de lever 1 million et finalement j'ai levé que 500. Et c'est peut-être parmi mes erreurs, ça ne l'était pas. Je sais pas comment j'ai eu la conscience d'esprit de faire ça, mais et j'y connaissais rien à ce moment-là. Hein. Mais ouais, il faut pas lever trop d'un coup. La première fois qu'on lève, on fait plein d'erreurs. Il faut vraiment être assez scrupuleux sur la gestion de son argent et tout au début. Et du coup, bah ouais, il faut être vraiment sûr que c'est le bon moment pour faire une levée de fonds. Il y a plein de moments où franchement on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas au début. Donc il faut être voilà assez scrupuleux sur sa levée. C'est pas forcément intéressant de lever beaucoup, même si on vous le propose. Nous, du coup, on a rejoint un groupe récemment, mais on est en train de lever de l'argent. On avait la possibilité de lever pas mal d'argent aussi, et plus d'ailleurs que ce qu'on en cherchait, puisque des fonds étaient prêts à investir plus. Bah, finalement, j'ai choisi de rejoindre un groupe pour d'autres raisons. Mais ouais, je pense que la levée de fonds, c'est quelque chose qui est bien si jamais vous avez le stade, et si jamais vous êtes vraiment... je pense que c'est important à un moment où vous avez déjà trouvé votre modèle. Je pense que il n'y a même pas de loi, il n'y a pas de règle. Mais je pense que quand vous avez trouvé un modèle et que vous voyez que ça commence à marcher et que vous pouvez le répliquer, je pense que c'est là où la levée de fonds fait le plus de sens vraiment. Avant, lever beaucoup d'argent, je pense qu'il vaut mieux éviter, il vaut mieux en lever un petit peu moins et trouver son modèle vraiment. Et voilà. Est-ce que justement tu peux nous parler du rachat par KissKissBankBank du coup et voilà, est-ce qu'il y a des changements à attendre du coup maintenant? Du coup, donc ouais, effectivement, on a rejoint KissKissBankBank, qui est la banque postale, il y a 3 semaines, un mois là. Donc c'est assez récent. Donc même pour nous, on est en train d'apprendre ce que c'est. Ça se passe très bien. Donc c'est très cool. Et oui, il va y avoir des changements sur Quizit. Du coup, on va les annoncer prochainement. C'est encore un petit peu secret et tout.
C'est encore Ouais. secret. Gros suspense. Tu vas faire Et un petit spoiler? Ouais, je peux dire quoi? Je peux dire. Mais ça va être super. Voilà. Ouais, non, mais du coup, J'imagine. ouais, dans les 6 prochains mois, là, on a pas mal de synergies qu'on va mettre en place, à la fois avec KissKiss et peut-être un peu avec la Banque Postale aussi, donc du coup, ça va être sympa. Et voilà. Ok. On va finir sur une dernière question qui est, Goodit, c'est ce qu'on appelle une entreprise sociale et solidaire. Pour toi, quel est le futur, enfin, quel futur tu vois à ce niveau-là pour les entreprises sociales et solidaires, ou même d'entrepreneuriat? Si vous levez la main, il y a combien de personnes qui veulent entreprendre ici? D'ailleurs, juste, j'aime bien les sondages, vous avez vu? Cool, ok, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et il y en a combien qui ont un aspect social et solidaire dans leur boîte? Je sais, bah en fait, ouais, ok. Je sais pas, il y en a. Vous en pensez quoi? Il y a un quart, non? Je sais pas. Ouais, un Vous truc n'avez comme pas ça. levé la main assez haut. Ouais, c'était hyper compliqué de. Vous l'avez vraiment mal fait, hein. Non, 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 bah, je pense qu'il y en a à peu près un quart. Et pour moi, ça va. Enfin, on aurait posé la question il y a 10 ans, les gens s'en foutaient en fait. Et pour moi, il y a eu toute une époque de ouais, ça y est, je veux devenir trader et travailler chez Goldman et tout, c'est trop cool. Il y en a toujours des jeunes qui sont comme ça. Pour moi, ils font. Enfin, bref. Du coup, il y a des gens comme ça. Il y a des personnes aussi derrière qui, depuis, je sais pas, 10 ans, veulent créer des startups dans le web et gagner beaucoup d'argent et tout. C'est trop cool parce qu'on va aller dans la Silicon Valley et tout. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est pas forcément mal. Mais aujourd'hui, de plus en plus, je pense qu'il y a une nouvelle vague aussi d'entrepreneurs qui veulent ajouter du sens dans ce qu'ils font et pas juste créer une boîte qui va dans la Silicon Valley, mais aussi créer une boîte qui va dans la Silicon Valley va avoir un impact positif sur le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment super. Et pour moi, je pense en tout cas qu'on doit tous avoir un impact pour la société. Enfin, il y a plein de problèmes à régler, il y a plein d'enjeux sociétaux qu'on peut tous essayer de solutionner ensemble. Et ça passe à la fois par les assos, par les pouvoirs publics, mais aussi par les entrepreneurs. Et pour moi, je pense qu'on va vers en tout cas un modèle d'entreprise, en tout cas de plus en plus, pas forcément social et solidaire. D'ailleurs, moi je dis pas qu'on est une boîte de social et solidaire parce que je pense qu'il y en a qui sont encore plus sociaux et solidaires que nous, mais en tout cas avoir un impact et chercher du sens dans la boîte. Et ça va pas forcément être juste, on va pas créer une énième, désolé pour ceux qui le font, et franchement c'est juste mon jugement, il n'y a pas de souci, mais une énième appli de dating quoi. Genre on va créer une boîte avec, peut-être qui fait du dating, mais entre personnes qui ont, je sais pas, un truc qui a du sens quoi. Et je pense que ça on va de plus en plus vers ça, ou en tout cas j'espère, et puis on verra ce que ça donne, mais ce serait cool. Ouais, je suis d'accord. Merci. Du coup, c'est la dernière question. Je ne sais pas si vous, du coup, dans le public, si certains veulent poser des questions à Vincent. Ouais. Tu fais le mythe. Ouais, en fait, ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce que vous pensez d'Anona et est-ce qu'on peut parler de... Ah, pour le live. Désolée. Qu'est-ce que vous pensez d'Anona et de la concurrence dans l'économie sociale et solidaire, si on peut parler de concurrence, étant donné que vous êtes sur Ouais. quelque chose d'utile, donc si les autres sont utiles, c'est aussi bien. C'est hyper compliqué. Hein. Franchement, c'est hyper compliqué. Enfin, je n'ai pas de réponse absolue là-dessus. C'est compliqué psychologiquement, enfin, je veux dire, plus philosophiquement, la concurrence dans le milieu social et solidaire. Je pense qu'il y a des gens qui répondent beaucoup mieux à la question que moi. Je ne me suis pas trop posé la question en réalité, parce qu'on a toujours été assez seuls ou effectivement secondés, mais on est resté toujours pas mal en avant quoi, face à des potentiels concurrents qui ont fermé d'ailleurs depuis. Hein. Enfin, du coup, bah, j'ai pas eu trop le cas en tout cas dans notre secteur. Nous, ça nous a plutôt aidé en fait, même. Pour être tout à fait transparent, il y a des annonceurs que eux contactaient qui venaient après vers nous. Sans qu'on les contacte, hein. On n'a jamais fait ce genre de truc. Alors que peut-être eux l'avaient fait un petit peu, bref. Du coup, ouais, il y a des annonceurs qui venaient vers nous à la fin parce qu'on avait une plus grosse communauté et tout. Donc pour nous, ça a été plutôt bénéfique. Ça a permis d'évangéliser le marché sur quelque chose qui était encore assez inconnu en fait, et qui était assez différenciant. Donc pour nous, ça a été plutôt positif. Après, pour d'autres, ça peut être plutôt négatif. Et je sais pas trop comment la traiter. Je pense que c'est important de connaître les autres acteurs du marché, donc de les rencontrer, créer un lien avec eux et tout. Voilà. Mais après, ça peut être positif, ça peut être négatif. Je pense que c'est un marché comme les autres. Donc ouais, s'il y a de la concurrence, il faut essayer de faire mieux, quoi. Mais après, on est d'accord, il y a un impact positif pour la société. Il faut, je sais pas, soit on suit plus Adam Smith, genre en mode, ok, on est libéraux, on essaie de faire mieux et de manger l'autre. Je sais pas si c'est le meilleur ou pas, dans un aspect sociétal. En tout cas, c'est pas les valeurs que l'aspect entreprise sociale essaye de défendre. Ou alors, on peut se dire, bah, on peut essayer de le faire ensemble, ou je sais pas, il y a peut-être des matchs, tu vois, à trouver. Franchement, ça dépend vraiment de l'acteur, ça dépend du marché, ça dépend de plein de choses. Voilà. D'autres questions? En vrai, c'est une vraie question. Hein. Est-ce qu'il faut chercher l'efficacité ou pas dans le milieu social à tout prix? Je sais pas. Franchement, franchement, je me pose la question, mais j'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, je pense qu'il faut rester hyper cohérent avec ses valeurs et tout. Et je pense que si tu essayes de lancer une boîte là-dedans, c'est que quand même tu as des valeurs assez un minimum, un tant soit peu altruiste, quoi. Et je pense que c'est important de, si jamais il y a des concurrents, de les traiter
avec des valeurs normales, quoi. Genre des valeurs pas professionnelles ou pas juste mercantiles ou capitalistes, mais des valeurs comme tu pourrais en avoir avec un pote ou sociétal ou voilà, un truc. Voilà. Bref. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de donateurs et pas d'investisseurs. J'aimerais bien savoir un peu plus comment vous les avez convaincus pour qu'ils vous donnent et aussi sous quels moyens, comment ils vous ont donné, c'est-à-dire un peu la structure de comment ils vous ont donné, comment. Alors nous, il y a plusieurs acteurs sur Goodit. Si je reviens rapidement sur le modèle, tu as des donateurs qui viennent sur le site et l'appli pour faire des dons et financer des projets de nos associations partenaires. Ça, c'est le grand public. On a 250 000 donateurs qui viennent comme ça faire des dons. Ça, ils ne financent pas Goodit, ils financent vraiment les projets. Et après, effectivement, on a fait une levée de fonds, et donc là, il y a des investisseurs, et c'est vraiment c'est des fonds ou des angels qui ont investi dans Goodit. Et donc là, comment je suis allé... C'est les investisseurs du coup dont tu parlais. Vous avez utilisé donateur, et du coup, quand vous avez utilisé donateur, j'ai pas compris investisseur. Si c'était des donateurs, vous les avez convaincus comment? Vous avez parlé aussi de famille, d'abord de cercle familial, ensuite c'était un peu plus large. Donc Oui. j'aimerais savoir c'était quoi, comment vous présentiez la chose pour les convaincre. Okay. Donc les 250 000 personnes. Ouais, ok. Alors c'est pas tous ma famille du coup. Au début, ça l'était un petit peu. Après, bon, on est une grande famille, hein. Mais du coup, ouais, au début, c'était c'était familial, mes potes. Enfin, c'était le réseau personnel en fait. Et je pense que au début, c'est beaucoup ça. Hein. C'est vraiment faire marcher son réseau. Par exemple, finalement, j'ai fini par ma grande tristesse, j'ai fini par aller voir mon père pour qu'il mette un budget au début parce que je trouvais personne et aucune entreprise ne souhaitait mettre de l'argent au début parce que voilà, il y a plus, quand on n'a qu'une idée, on vend vraiment une inspiration, on vend juste du vent en quelque sorte. On vend pas un projet derrière avec d'efficacité. Donc il faut aller voir des gens qui ont confiance en toi ou qui te connaissent déjà. Ou alors tu es très bon et tu peux les vendre le truc, c'est possible. Aujourd'hui, après 4 ans, je pense que j'en serais beaucoup plus capable qu'il y a 4 ans en tout cas. Donc du coup, ouais, au début j'ai commencé par les personnes que je connaissais. Donc on avait réuni sur notre page Facebook au début, je sais pas, franchement il y avait bien 1000 personnes je crois. Des potes de potes, des potes de potes de potes, des amis, ma grand-mère, machin, enfin n'importe qui quoi. Finalement on avait réuni toute cette communauté. J'avais fait un teasing pendant 10 jours avant le lancement où je disais dans 10 jours on lancera le truc. Tous les jours il y avait une photo qui était publiée avec un J-10. Je mettais des photos d'images, des trucs qui faisaient un teasing quoi. Et du coup au bout de 10 jours on avait lancé ce qu'on appelle un Thunderclap. C'est une sorte de manifestation virtuelle où tu peux t'inscrire et quand tu t'inscris à ce Thunderclap, ça publie automatiquement à une heure précise avec toutes les personnes qui sont inscrites un message sur Facebook. Et du coup on avait fait ça avait fait une sorte de mini buzz en fait lors du lancement. Et ça a permis que sur les 1000 personnes qui étaient abonnées à notre page, avant Facebook était beaucoup moins restrictif sur les abonnements et tout, donc il y avait beaucoup plus de monde qui était touché. Je pense qu'il y avait au moins 300, 400 personnes qui étaient venues sur le site faire leurs dons. Donc tu as 400 personnes, et en fait là on avait fait un truc, c'était un truc assez malin qu'on avait fait, c'était pour faire un don, tu étais obligé de te connecter par Facebook, tu pouvais pas te connecter via Twitter ou par mail et tout, tu étais obligé de passer par Facebook. Ce qui faisait qu'on se privait peut-être de, une personne sur 10 peut-être, mais ce qui permettait aussi derrière, par contre, à chaque fois qu'une personne faisait un don, à la fin on lui proposait de partager automatiquement son don sur ses réseaux sociaux en disant « je viens de faire un don gratuit sur Goodid ». Et en fait tu avais ce message qui a... spammé mais Paris pendant 2 semaines, mais vraiment c'était impressionnant. Je me souviens, j'étais en classe, t'avais mes potes qui faisaient leurs dons sur leurs écrans et tout, et je voyais sur Facebook ils arrêtaient pas d'être spammés par 3-4 personnes qui avaient je fais un don gratuit. Il y a 4 ans Facebook était hyper développé déjà, mais c'était encore nul, tu vois, quand t'avais un message tu le voyais 10 fois sur ton mur, tu vois, alors qu'aujourd'hui ce serait cumulé ou il y aurait un tri sélectif quoi. D'ailleurs aujourd'hui ça nous pose des problèmes parce que c'est beaucoup moins visible, mais à ce moment là c'était partout quoi. Et du coup c'est comme ça qu'on est passé de 400 personnes qui sont venues sur le site, qui ont partagé sur leurs réseaux sociaux le don, qui le faisaient automatiquement. Parfois, j'avoue que la case était un peu précochée, parce qu'à l'époque on pouvait le faire sur Facebook, maintenant on ne peut plus le faire, mais du coup ils ne s'en rendaient même pas compte qu'ils partageaient, et du coup ça fait qu'on est passé de 400 à 1000, à 2000, à 5000, etc. Et voilà. Et on a vraiment joué sur la viralité. Les gens aiment bien montrer qu'ils ont découvert un nouveau sujet, quelque chose d'innovant. Ils aiment bien montrer qu'ils ont fait un don. Ils aiment bien partager quelque chose. Du coup, on a joué là-dessus. C'est ça qui a fait que voilà. Donc au début, réseau perso, et vraiment tu fais des trucs, je sais plus qui disait, ça doit être un mec de chez Way Combinator j'imagine, ou je sais pas, make things that don't scale, tu vois. Et au début, tu vas téléphoner à tous tes potes et tu leur demandes de faire un don, quoi, ou d'utiliser ton service. Après eux, si jamais ton produit est bon, ils vont aller en parler à 2 autres personnes, et puis ils vont évangéliser encore 2 autres personnes, etc. Et du coup c'est comme ça que ça marche au début. Après maintenant, on peut plus compter sur nos potes quand on finance un projet, mais avant c'était le cas. Ouais. Il y avait une question par là. Alors moi j'ai juste une question concernant ton âge. Est-ce que ça t'a déjà causé du tort d'être jeune, ou est-ce que
pour rassurer les investisseurs, tu as dû prouver plus de choses ou tu as dû plus mettre en avant d'autres types de compétences pour justement cacher un peu ton jeune âge et les rassurer? J'ai 34 ans. Ouais, alors, alors, en fait, c'est la même question. Je sais pas trop comment ça va sortir de ma bouche. J'ai peur que ce soit un peu... mais c'est la même question que, ok, entreprendre quand on est une femme, est-ce que c'est plus dur ou pas? Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est parfois... il y a des choses qui peuvent nous... Enfin, si je sors de cet exemple, parce que... mais il y a des choses qui peuvent être plus difficiles. Effectivement, quand on est jeune, ça peut être plus difficile d'entreprendre. Néanmoins, on peut aussi jouer dessus. Et en fait, je pense, dès le début, essayer de trouver du positif dans le fait que, bah ouais, j'avais 18 ans, en contactant des médias et en essayant de jouer sur le fait, justement, que, bah ouais, clairement, je suis jeune et j'entreprends. Et du coup, ça m'a permis tout de suite d'avoir pas mal de RP et tout. Et aujourd'hui, en tout cas dans le monde de la tech, il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui jouent là-dessus et qui disent, bah ouais, nous, on est jeunes femmes et on veut entreprendre. Et justement, on essaie de montrer que nous aussi on trouve des modèles et tout, et c'est normal, et c'est classique, et heureusement d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, hélas d'ailleurs, c'est des choses qui sont plus difficiles aujourd'hui, quand on est jeune, d'entreprendre, mais néanmoins on peut se créer une crédibilité assez rapidement en trouvant d'autres moyens, je pense. Voilà. La comparaison avec les femmes n'était peut-être pas top. Enfin, je sais pas. Alors, bonjour. Moi, j'avais une autre question. En fait, à un moment donné, au cours de ton pitch, du coup, tu as dit que ça avait marché, puis que ça avait redescendu, qu'après, vous avez travaillé sérieusement et que ça avait remarché. En fait, sur quel facteur vous avez travaillé? Comment vous avez fait pour analyser, en 2 mots, si c'est possible de synthétiser ça, je sais pas, mais que ça a marché ou non? Enfin, sur quel levier vous avez travaillé? Et ensuite, par rapport, en fait, à partir de quand vous avez commencé à devenir rentable, et en fait, comment vous vous payez et comment vous gérez l'interaction entre le fait que, si j'ai bien compris, votre plateforme, c'est quelque chose qui permet de collecter de l'argent de manière collaborative en regardant des pubs. Comment vous avez fait pour fixer un peu le taux où vous devenez rentable? Et puis, est-ce que du coup, d'un point de vue solidaire, etc., en fait, comment vous avez articulé ça en fait, pour être rentable vous-même, tout en continuant à assurer des dons? Ok. Alors, en fait... ouais, alors parce qu'il y a plusieurs. C'est complet. Ouais, la question était. Alors, la première partie de la question, déjà, c'est vrai que j'ai dit ça marche. Juste pour revenir là-dessus, en fait, une boîte, ça marche vraiment jamais. En fait, ça marche et ça marche pas. Ça dépend de vous, en fait. C'est-à-dire que c'est hyper subjectif, ça marche. Et souvent, quand on entreprend, tout le monde vous demande ouais, ça marche. Et ouais, ça marche. Ça va un peu rien dire en fait et tout dire à la fois. Donc oui, effectivement, au début, on pouvait dire que ça a marché parce que subjectivement, on avait beaucoup de donateurs et tout, et on n'avait pas beaucoup d'attentes en fait. Ça dépend de la subjectivité de ce qu'on, l'expectation quoi, de ce que t'attends quoi. Genre. Et au début, bah ouais, on s'est dit déjà si on trouve 1000 personnes, on sera content. On a trouvé 60 000, donc du coup ouais, ça a super bien marché pour nous. Après, du coup, il fallait passer de 60 000 à 200, 300 et tout. Et du coup, dans cette attente de passer de 60 à 300 000, ça marchait plus parce qu'effectivement, on a fait une sorte de buzz et après, ça retombait petit à petit. On avait toujours des utilisateurs actifs. Ça marchait toujours en quelque sorte. On vendait des campagnes. D'ailleurs, on n'a jamais vendu autant. Enfin, maintenant, on en vend plus, mais on vendait beaucoup plus de campagnes publicitaires à ce moment-là qu'au début. Du coup, ça marchait mieux en quelque sorte. Mais néanmoins, le phénomène effectivement s'est éreinté un peu. Et comment on a fait? En fait, à partir de là, moi, c'était toujours durant mes études. Donc, en fait, c'était assez difficile de gérer les deux en parallèle. Et puis, j'y connaissais rien. Donc, j'étais tout seul avec Thomas et Tristan derrière, qui faisaient du freelance à côté pour essayer de travailler encore un peu sur le site et tout. Mais pendant cette phase, on n'avait pas du tout mis en place de KPIs à surveiller. On n'avait pas du tout mis en place de tracking ou quoi. Donc, on a commencé à le faire. On a commencé à apprendre auprès de notre communauté, poser beaucoup de questions. On avait plein de questionnaires et les gens participaient énormément. On se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'interactions en fait, et que surtout sur des sujets sociaux, les gens veulent donner leur avis et veulent aider. Donc du coup, on a vraiment capitalisé là-dessus. On a aussi beaucoup capitalisé sur les relations, les premières relations qu'on avait avec des annonceurs, voir ce qui les intéressait, ce qui les intéressait moins, etc. Et ça jusqu'à fin décembre. Et en parallèle, on faisait une levée de fonds. Donc du coup là, on cherchait pas du tout la rentabilité. Enfin, ouais, on n'était pas du tout à la recherche de la rentabilité. On y est venu à partir du moment où en fait, on était en mi-2015. Et on y est venu de manière fatale et sans avoir le choix quand on n'avait plus d'argent auprès de la levée de fonds. Mais effectivement, au début, on n'avait pas, et c'est un mauvais mindset, et aujourd'hui, c'est pas du tout notre état d'esprit et notre culture. Mais au début, effectivement, l'idée c'était plutôt de créer un modèle. Même au tout début, j'ai lancé le site, j'avais dit 100% des dons sont reversés aux assos. Donc la rentabilité, vraiment, c'était. C'est quoi? Donc du coup, après, ouais, effectivement, on est rentré dans cette culture de regarder des chiffres, de voir des KPIs et tout. Maintenant, on regarde de manière hebdo, donc on a un goût de bilan le lundi matin, on regarde le nombre de donateurs sur la semaine, qui a été donc, généré la semaine d'avant, le nombre de dons gratuits qui ont été réalisés, si ça augmente, si ça baisse, le reach sur Facebook. On regarde...
Regarde quoi d'autre, ouais, les chiffres financiers, enfin le nombre, les euros qui ont été collectés, etc. Et on regarde un truc, je sais plus quoi. Bon, enfin, le nombre de rendez-vous des commerciaux aussi, parce que ça pour nous c'est un super indicateur. Voilà. Du coup, ouais, on a appris toutes ces cultures. En fait, on a appris à savoir quels chiffres regarder, et maintenant on regarde ces chiffres et on essaie de faire en sorte de piloter l'activité en fonction de ces chiffres. Et voilà. Et donc ça c'était la première partie des questions. Je me suis Oui, ensuite c'était en fait comment vous vous financez à partir des dons en fait, quel pourcentage Ah oui, en oui. gros de Ok. de dons Alors, permettent de vous financer vous et puis ouais. dans l'objectif social et solidaire en fait comment ça s'intègre Alors, au début, on prenait rien. On reversait 100%, c'était une asso. Ensuite, on est passé sous le statut entreprise parce qu'on a fait une première levée de fonds. Voilà. Donc là, on prenait 20%, on reversait 80%. Et ensuite, au bout d'1 an sur ce modèle, on est passé à 70-30 avec un objectif de rentabilité. Et nous, notre idée, même utopie, hein, c'est dès qu'on peut, l'objectif c'est pas de prendre 70-30, on s'en fout, c'est pas fixé dans le marbre, on n'ira pas au-delà, parce que c'est compliqué de faire plus et ça n'a pas de sens. Mais si on peut faire du 80-20 ou du 90-10, on le fera. L'objectif c'est juste qu'on soit suffisamment en termes d'équipe et qu'on ait suffisamment de moyens pour continuer à développer notre activité et derrière effectivement être rentable et financer le plus de projets possible. Après on a même d'autres idées de financement, par exemple comme School Lab ou d'autres produits ou du style on met parfois des frais fixes auprès des annonceurs, donc on va leur créer des pages, on va leur créer des bannières ou des trucs comme ça sur lesquels on peut aussi pricer plus cher, et ce qui nous permet d'aller chercher des revenus complémentaires. Et ce qu'on prend comme argent vraiment chaque fois, on ne prend rien sur les assos ni sur les donateurs, c'est vraiment toujours sur les entreprises. Par exemple, on a pour objectif aussi dans les prochains mois de lancer le don d'argent, de permettre aux utilisateurs de faire des dons de 10 euros, 20 euros, etc. Et là, on ne prend aucune commission. L'objectif, c'est vraiment d'être rémunéré sur la pub et sur les annonceurs, mais de donner, de rester dans la thématique donner gratuitement. Donc voilà, en fait, on préfère trouver d'autres sources de financement plutôt que de prendre plus de commissions, etc. Donc, voilà. Bonsoir. Moi, ma question, c'est, vous aviez 17 ans quand vous avez fait votre projet. Du coup, c'est la question des compétences à cette époque. Comment vous avez fait pour trouver les compétences? Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit. Et après, combien de temps ça vous a pris pour développer le projet? Et une dernière question, c'est qu'est-ce qui vous a assuré comme quoi il y aura toujours des gens qui vont faire des dons? Est-ce que vous avez une explication à ça? Au fait qu'il y a toujours des gens qui aiment donner voilà, parce que c'est quand même une entreprise. Oui. Alors, première question, du coup, à 17 ans, on a quelles compétences? Je sais pas, vous avez peut-être déjà embauché des stagiaires ou quoi. Au début, on ne sait pas faire grand-chose. Mais néanmoins, on a toujours... je pense que si on a des convictions, qu'on ait 17 ans, 14 ans, 12 ans, qu'on soit motivé et inspiré par notre projet, qu'on soit stagiaire en CDI ou en CDD ou n'importe quoi, franchement, c'est pas une histoire de compétences. Il y a des gens qui sont... on apprend, je pense en tout cas, quand on est... je voyais le TED la dernière fois de Adrien Aumont, qui est un des cofondateurs de KissKiss, et il disait un truc qui est pas mal, c'est pas une histoire de compétences pour moi, c'est une histoire de quand on a envie, on est curieux, quand on est curieux, on apprend, quand on apprend, on fait, et on va beaucoup plus vite en fait. Et du coup, tant qu'on a cette curiosité, cette inspiration sur un modèle, je pense que clairement rien n'est impossible. Et en fait, les compétences, ça s'acquiert. Et du coup, effectivement, on part de rien. Partir de rien, parfois c'est dur, parce que du coup, on ne sait pas faire grand-chose au début. Néanmoins, c'est aussi pas mal parfois, parce qu'on fait les choses de manière assez instinctive. Par exemple, l'histoire du MVP, moi je l'ai fait, mais parce que j'avais pas de thunes et parce que je savais rien, etc. Mais ça se fait de manière assez instinctive. Et on n'est pas parfois perverti par des conseils qui sont pas forcément mauvais, hein, mais des conseils ou des trucs comme ça qu'on peut avoir à côté dans le milieu startup, qui est parfois un milieu assez interne aussi parfois, enfin bref. Du coup, au début c'était assez difficile parce que j'avais aucune compétence, mais aussi quand on n'a pas de compétences et quand on est très jeune, on est aussi assez insouciant et aussi assez innocent et tout. Donc en fait, je faisais des choses, je me rendais pas forcément compte de l'ampleur du projet que j'avais en face de moi. Si on m'avait dit qu'aujourd'hui, ce que je ferais, c'était vendre des campagnes publicitaires à des annonceurs, parler de taux de clic, de ROI et de je sais pas quoi, de normie AB ou de gérer de la paperasse ou des administratifs ou de faire 6 mois de négo pour vendre ma boîte, clairement. Je sais pas si je l'aurais fait ou pas, mais en tout cas, jamais il y a 4 ans je savais faire ça. Et même d'ailleurs, quand tu négocies la vente d'une entreprise, tu sais pas le faire, tu vois. Et du coup, tu te débrouilles parce que t'es obligé de toute façon. Donc voilà, donc ça se fait. Après, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être convaincu par l'idée, je pense. Voilà. Et après,
Qu'est-ce que je sais plus, pardon. Ouais, les donateurs, pourquoi bah franchement, je savais pas s'il y aurait toujours des donateurs qui viendraient, hein, toujours aujourd'hui, hein, ça se trouve dans 6 mois. Pour ça je disais une boîte ça marche, mais rien n'est figé quoi. Il y a plein de boîtes, demain elles peuvent faire faillite, hein, Blablacar, enfin j'en sais rien, ou n'importe quelle boîte. On peut lever beaucoup d'argent, on peut faire plein de trucs très bien, mais derrière on n'est jamais assuré du succès quoi. Pour ça que bah ça marche, c'est pas fatal quoi. Il y a une citation de Churchill qui était pas mal là-dessus. Je vais la citer mal, je pense, mais c'était le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. Ce qui compte, c'est à peu près ça. Ce qui compte, c'est le courage qu'on a tous les jours, quoi. Et ouais, c'est ça. Et tant qu'on a du courage, et de la conviction dans ce que tu fais, que tu aies des compétences, que tu sois complètement con ou que n'importe quoi, franchement, ça marche. Il y a tellement de gens qui réussissent, qui n'ont pas forcément de compétences particulières. C'est juste le temps, l'envie, c'est l'envie, quoi. Voilà. Et du coup, ce qu'il faut, c'est avoir envie. Et donc, c'est à peu près tout. Et les donateurs, je pense que ça fait des millénaires que les gens donnent. En fait, c'est quelque chose qui est universel, quelque chose qu'on retrouve dans toutes les parts du monde. Les gens donnent. Il y a parfois des cultures qui ont un peu plus cette culture de donner que d'autres. Moi, je pense que la solidarité, en tout cas, c'est un truc qui nous unit tous. Et du coup, je me suis toujours dit, bah ouais, clairement, il y aura toujours des donateurs sur Quizit parce que tout le monde a envie d'aider les autres. Et ça fait du bien. Et en plus, il y a tellement d'études qui montrent que, par exemple, il y a, enfin, je sais plus, je vais dire des chiffres, c'est juste pour donner un indicateur. Franchement, de manière transparente, les chiffres sont bidons, mais c'est un truc du style 90% des gens sont prêts à faire un don à une association. Et pourtant, quand on regarde le soir, ces mêmes personnes, il y a peut-être 1 sur 100 qui a fait un don. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, en sorte, c'est de limiter et d'écraser ces frictions entre l'envie et le passage à l'action, quoi. Du coup, ouais, je pense qu'il y aura toujours des gens qui ont envie d'aider. Maintenant, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte qu'ils le fassent, quoi. Voilà. Il y avait du coup une question là. On va en prendre une dernière de madame et après on va passer au pitch. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as expliqué que ton modèle, c'était de permettre aux gens de faire des dons en visionnant des vidéos d'annonceurs, c'est ça? Alors, quel est en moyenne le nombre de vues sur une vidéo et quelle est ta tarification? Est-ce qu'elle est similaire à celle de Facebook? Enfin, tu vois, ta tarification au 1000 ou je sais pas quoi, au nombre de vues, comment ça marche? Première question. Et deuxième question, comme toi, ton modèle, c'était les annonceurs qui te payaient. Au début, les annonceurs, ils ne payent pas si tu n'as pas de public ou tu n'en as pas beaucoup, tu n'as pas une grosse communauté. Ah ouais. Donc, au début, comment tu as fait quoi? Bah, c'est exactement le problème. En américain, ça se dit chicken egg problem, quoi. C'est vraiment le problème de l'œuf et de la poule. Quand tu crées une régie, c'est un peu ce qu'on a fait, une régie solidaire en quelque sorte. Donc il y a plein des modèles de régie, hein, elles ont toutes le même problème au début. C'est ça en fait, par exemple, on parlait de la concurrence, par exemple Anona, c'est ça le problème en fait au début, c'est il faut arriver à avoir une communauté et des annonceurs et le faire grandir en même temps. Et c'est vraiment hyper compliqué. Il faut que ça croise de manière parallèle et synchrone. Ça le gros enjeu de notre modèle. Hein. Mais si on y arrive, c'est ça qui fait que c'est très cool aussi et que ça marche. Et du coup, en fait, au début, ce qu'on a fait, j'en parlais tout à l'heure, c'est des RP. On a beaucoup joué sur l'aspect RP au début, sur l'aspect mobiliser une première communauté sur Facebook et tout, de proches et tout, et après sur l'aspect Thunderclap, pour créer dès le début une sorte de mini buzz qui faisait que hop, on pouvait déjà régler le problème de la communauté. Je voulais au début faire une pré-vente en quelque sorte à un annonceur, donc le gros que je ciblais, je sais pas pourquoi c'était celui-là, je faisais une fixette, mais c'était à BNP, je n'ai aucune idée de pourquoi, mais du coup ils m'ont jamais suivi. Maintenant on leur a vendu plein de campagnes maintenant, oui, mais auparavant pas du tout. Et du coup et en fait, ils n'ont pas accepté. Donc c'est pour ça que je suis allé voir mon père qui était prêt à acheter de la pub, pas parce que ça allait marcher, mais parce que c'était moi, pour diffuser sa pub une fois qu'on aurait l'audience. Et du coup, c'est ça que j'ai vendu. Maintenant, on le fait beaucoup plus et maintenant ça marche. Maintenant, on arrive à vendre des projets. On n'a peut-être pas encore l'audience dans 6 mois. On arrive à vendre des produits qu'on n'a pas encore, mais on les vend quand même. Parce qu'on a une crédibilité, on a une légitimité, et parce qu'on a appris à avoir ce genre de discours et ce genre d'état d'esprit, quoi. Mais auparavant, il y a 4 ans, on ne savait pas du tout le faire. Et du coup, maintenant, oui, on peut se permettre de vendre des trucs qu'on n'a pas encore. Mais ça prend petit à petit et tout, et ça se crée comme légitimité. Ça, c'est parce qu'on est goodied et que maintenant, on est un peu connu. Mais du coup, au début, non, pas du tout. Et donc, on avait ce problème, effectivement, il faut créer une communauté pour avoir des annonceurs, mais il faut des annonceurs pour avoir une communauté. Donc voilà, donc on l'a réglé un petit peu comme ça. Je sais pas si c'est bon. Et ben en fait, ouais, en fait c'est toujours mon père qui me saoule, fils à papa. Non, en fait c'est une bonne question. En fait on a fait ça qu'il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans en fait, de pouvoir vendre quelque chose. Ouais, il y a 2 ans, vendre quelque chose parce qu'on avait une communauté. En fait au début tu vends pas du vent, loin de là, mais on attrapait les annonceurs et on les chopait sur une idée en fait, on les inspirait.
beaucoup plus que seulement leur vendre de la publicité pure. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est, ok, on a une communauté qui n'est pas encore gigantesque, ils pourraient sur Facebook trouver beaucoup moins cher et un public beaucoup plus large, et cibler beaucoup mieux, etc. Mais nous, ce qu'on vendait, c'était l'idée qu'un annonceur, comme, je sais pas, par exemple, il y a 2 ans, c'est un PlayStation, allait faire de la pub sur Goodid. PlayStation qui fait de la publicité sur Goodid, c'est valorisant pour son image, c'est un capital sympathique qui a accru. Le type, quand on va en agence, ou le responsable communication de PlayStation qui se fait une campagne, il est content, il peut être fier d'avoir à la fin de se dire bon bah ok, j'ai mis 10 000 €, il y a 7 000 € qui vont financer un projet. Effectivement, il y a peut-être un petit peu moins de communauté qui a été touchée que sur Facebook, etc. Mais néanmoins, j'ai fait quelque chose de bien. Et ça, c'est hyper important. Et les gens, en tout cas, dans les agences médias qui vendent de la pub toute la journée ou qui achètent de la pub toute la journée, ils en ont marre. Et du coup, bah, ils cherchent du sens dans ce qu'ils font. Et c'est hyper important, l'humain. Donc, on jouait beaucoup au relationnel, à l'inspiration et à l'impact qu'il y avait derrière. C'était nos grosses clés. Et après, effectivement, on est venu beaucoup plus dans une optique héroïste et on a ajouté le fait qu'effectivement, il y a de l'impact. Et c'est hyper important d'ailleurs d'aller vers cet esprit héroïste. Effectivement, il y a de l'impact. Effectivement, tu vas être content à la fin de ta campagne parce que tu as financé un projet. Mais en plus, derrière, en moyenne, on a des taux de clics, donc des performances publicitaires qui sont largement meilleurs à la moyenne du marché. On est à 5,5% de taux de clics en moyenne, alors que ça se fait à 1% quoi, sur de la vidéo, ce qui est largement supérieur à ce qui se fait habituellement. Donc du coup, tu as de l'impact, tu es fier parce que tu as financé un projet, et en plus, tu as des performances qui sont meilleures. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on garantit. Enfin là, je fais en bref, en mode c'est nul ce qu'on fait, mais en réalité, on garantit que la personne est bien restée 20 secondes sur la publicité, ce que personne n'est capable de faire sur Internet. Donc les gens viennent au moment qu'ils choisissent pour regarder une publicité. C'est pas de la pub qui est intrusive. Peut-être que vous dites c'est le seul endroit où les gens viennent volontairement tous les jours regarder une publicité. Donc ils choisissent le moment où ça les dérange le moins. C'est une publicité que spontanée. Du coup, on vient avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus positif pour regarder une pub d'une marque. C'est pas en mode ok, je suis sur YouTube et là, hop, je me tape un spot hyper intrusif, etc. Alors, le nombre de vues, du coup, on ne débite l'annonceur qu'une fois que la vue est bien vue pendant minimum 20 secondes et validée, sinon l'annonceur n'est pas facturé. Donc on donne vraiment, enfin on s'engage sur un nombre de vues en début de campagne, on signe ce qu'on appelle un ordre d'insertion, c'est une sorte de devis en fait au début. Et ensuite, comment on tarifie, c'est pas les mêmes prix à chaque fois. En fait sur Internet, la publicité elle a jamais le même prix en réalité, elle varie entre 1 centime et je sais pas combien, enfin même moins parfois. Ça dépend en fait de votre format, ça dépend du ciblage que vous allez mettre, ça dépend de plein de critères, il y a plein de critères différents, et du coup nous on s'adapte un petit peu à cette méthode de marché. Donc au début on disait c'est 25 centimes, ouais, au début on avait mis prix unique 25 centimes par vue, quoi qu'il en soit, et puis après vite on a changé parce qu'effectivement il faut s'adapter aux normes du marché, et du coup maintenant ça oscille entre 10 et 20 centimes voilà. Par vue. Ouais. On est plus cher que la moyenne du marché, néanmoins on a des meilleures performances, donc en réalité ce que voit une agence, c'est pas, elle compare pas, ok ce truc est plus cher ou ce truc est moins cher. Évidemment c'est ce qu'elle se dit à la base, mais néanmoins il y a des gestionnaires, des acheteurs en fait au sein des agences qui gèrent que ça en fait, donc c'est le métier. Et du coup eux ce qu'ils comparent c'est en réalité la performance. Si je paye 1 € mais que derrière il y a un vélo qui est vendu 500 balles, bah, je préfère payer 1 € ma vue plutôt que 10 centimes si jamais il n'y a pas de vélos qui sont vendus derrière. Donc nous ce qu'on vend aussi, bah, effectivement c'est le fait que la vidéo elle va bien être vue pendant 20 secondes sur tout l'écran, si la personne change d'onglet, la vidéo est mise en pause, nanana. Le fait qu'effectivement il y a un impact positif ou pour la marque, donc en termes de capital sympathie et tout, ce que les marques recherchent de plus en plus, etc., etc. Ce qui fait que oui, on peut justifier un prix sensiblement plus cher que les autres. Voilà. Ok, du coup, la dernière question, madame. Après, je vous laisse tranquille. Hein. Bonjour et merci pour votre intervention. Alors, grâce au monsieur, j'ai eu une partie de ma réponse. Alors moi, je me suis inscrite sur votre site et apparemment, j'ai fait un don au Resto du Cœur via la Banque Postale pour financer du matériel d'alphabétisation, c'est ça? C'était pas tout de suite alors. Pas tout à fait. Oui. Ah non, c'était il y a longtemps. Ouais. Il y a longtemps. Enfin, il y a une semaine ou deux. Non, ok, non, c'est pas... Je connaissais, j'ai fait partie des gens qui ont levé la main tout à l'heure. Pas de soucis, non, mais je pensais que vous l'aviez fait maintenant, ok. Ah non, je vous écoutais religieusement. Tous les autres, d'ailleurs, vous pouvez le faire maintenant. Hein. Mais en fait, je vous avoue que j'ai été un peu frustrée parce que j'avais l'impression qu'il manquait de concret, donc j'ai confirmé mon don. Mais je me dis, mais en fait, j'ai financé quoi exactement? Un stylo, un demi-stylo, un centième de stylo, l'encre du stylo,
un petit bout de papier d'un cahier ou un cahier entier, et à la fin, combien ça a rapporté réellement à l'association ou combien on a financé de matériel d'alphabétisation. J'ai été frustrée par ce côté très virtuel du Alors truc. c'est vraiment un des trucs. Quelle valeur en fait avait mon visionnage? Alors c'est vraiment un des trucs sur lesquels on travaille. On n'a jamais donné les coûts. Alors on fait un bilan annuel dans lequel on diffuse exactement le montant collecté pour chacun des projets. Donc, je sais pas, notre bilan, il est téléchargeable sur le site. Il y a 10 000 euros pour une asso, 5 000 pour une autre et tout. Donc, il y a vraiment toutes les infos. Sur toutes les pages des associations, il y a aussi le nombre d'euros qui ont été collectés. Donc, c'est assez transparent. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais mis en avant le coût à chaque fois généré pour une vue. Et en fait, ça, c'est un gros sujet en interne. On ne sait pas s'il faut le faire, s'il ne faut pas le faire et tout. On peut poser, je suis très sondage. Là, et je vais pas, en fait, je fais exprès de le poser maintenant, cette question. Comme ça me permet d'avoir un feedback sans. Il y a les deux, parce que vous avez dit, vous avez dit que vous aimeriez bien, par exemple, voir le coût, le nombre d'euros qui ont été générés, non? Ouais. Et ça, pour vous, c'est plus important d'avoir le montant en euros, ou bien des photos, des vidéos, ou les deux? Ouais. Oui, bien sûr. En fait, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on diffuse le nombre d'euros? En fait, le problème, c'est les marques. C'est qu'une marque ne veut pas forcément montrer combien elle génère pour sa publicité, en fait. Et du coup, et en plus, nous, vu qu'on fait des prix qui varient, montrer qu'une fois Carrefour a payé 10 centimes et l'autre a payé 20 centimes, c'est pas top en fait. Du coup, c'est plus un sujet de transparence vis-à-vis des marques, pas vis-à-vis du grand public. En fait, nous, ce qu'on fait pour parer à ça, c'est qu'on communique pas sur un impact individuel, donc on communique pas sur toi, tu as financé ça, mais sur toute la communauté a financé ça. Et les Restos du Cœur, j'avoue que je sais pas exactement ce qu'on finançait. Alors, il y a par exemple un an, je sais qu'on a financé 12 000 repas avec les Restos du Cœur, et on a des photos, on a des feedbacks, on a des comptes rendus. Moi, là, hier, je reviens de Birmanie, en fait, donc je suis un peu fatigué, et j'étais à Payapio, donc c'est un quartier de Tangi, qui est une des plus grosses villes de Birmanie, où j'ai pris des photos, des vidéos, des enfants dont on avait financé dans un internat, les tables, les chaises, les lits. Donc c'est des gosses, ils dormaient par terre avant, et on leur a financé des lits, machin, donc c'est top de voir ça, en fait. Et donc là, on a publié, par exemple, sur la page Facebook, toutes les photos aujourd'hui. Et donc oui, on fait du feedback, d'ailleurs, c'est dans nos conventions, donc qu'on signe avec les associations, on oblige les associations à nous donner un minimum, donc tout est gratuit pour elles, le seul deal c'est qu'elles nous donnent des photos, des vidéos, des contenus qu'on puisse partager auprès de la communauté qui a financé les projets. Donc oui, c'est possible de les retrouver sur Facebook, donc c'est pas top parce qu'il y a plein de gens qui se connectent par mail et du coup on est en train de travailler pour le faire par mail aussi. On veut l'ajouter sur le site, on l'avait déjà fait un petit peu avec le Good in News, mais il y a peu de gens qui y vont, du coup on essaie de trouver une autre solution. Mais c'est un truc sur lequel clairement on travaille sur l'impact. Il y a plein de choses qu'on a déjà fait, le bilan annuel sur lequel il y a des photos que tu peux retrouver et tout. En fait, les gens aussi, il y a un truc qui est particulier, s'attendent à ce que lorsqu'ils ont fait un don, hop, ça y est, il soit immédiat. L'argent, il est reversé plusieurs semaines après quand même, parce qu'il faut que l'annonceur nous paye, il faut que l'agence paye l'annonceur, donc ça prend un petit peu de temps. Et surtout, par exemple, on a financé plus de 200 000 arbres maintenant, la plantation de plus de 200 000 arbres en Inde, Burkina Faso et tout, mais un arbre, c'est planté 6 mois après, une fois que la personne a fait son nom. Il y en a plein qui nous disent, ouais, j'aimerais bien avoir des photos. Alors, ils ont des photos, mais 8 mois après, on peut pas faire mieux, parce qu'il faut que déjà ce soit la saison des plantations des arbres, on peut pas les planter n'importe quand. Enfin, il y a sur Internet une question d'immédiateté qui est un petit peu difficile à régler avec l'humanitaire, déjà. Donc déjà, on apporte le fait que lorsqu'on finance via Goodil une association, on ne finance pas une asso, mais déjà un projet. Donc c'est toujours les arbres, des vaccins. Là, par exemple, ça va être les Restos du Cœur avec un projet particulier. On finance toujours un projet. Déjà, on peut aller jusque-là. Ensuite, on diffuse des photos, des vidéos et tout, des contenus à chaque fois, quelques mois après le financement du projet. On essaie d'aller encore plus loin, mais ça prend un peu de temps et tout. Et voilà. Mais clairement, c'est un sujet sur lequel on bosse parce que c'est, en tout cas, en termes de fidélisation, c'est top. Donc, okay. Voilà. De rien. Merci beaucoup, Vincent. De rien. Merci à vous. Du coup, j'invite tout le monde à faire un premier don sur Gooddeed. Allez sur le site si vous voulez en attendant. On va du coup passer au pitch de nos superbes startups. Donc voilà, et juste après, il y aura de la pizza, de la bière. Et donc, pour commencer le networking, du coup, je vais d'abord appeler Blue Cargo pour venir pitcher sa startup rapidement.
Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra. Alors depuis 6 mois, Laura et moi sommes entrés en contact avec les opérateurs de terminaux portuaires à conteneurs. Nous avons compris que ces zones sont largement sous-optimisées et sous-automatisées. Et en fait, ça engendre des coûts conséquents, notamment dans la zone de stockage des conteneurs, autour de 6 milliards perdus par an par ces opérateurs. C'est pourquoi nous avons créé Blue Cargo, l'intelligence artificielle capable de ranger correctement les conteneurs dans une zone de stockage. Nous avons développé la version 1 de l'algorithme et nous allons la mettre en production chez un port pilote dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, j'appelle Groover. J'appelle Groover. Bonjour tout le monde. Alors 60 000, c'est le nombre de morceaux uploadés sur les plateformes de streaming chaque semaine. De nos jours, il est beaucoup plus facile qu'avant de sortir un morceau, mais il est beaucoup plus difficile de sortir du lot. Un artiste a 2 solutions pour promouvoir son morceau. Soit il fait l'appel à un attaché de presse, c'est une solution extrêmement coûteuse et le résultat obtenu n'est pas forcément optimal. Soit il envoie lui-même son morceau aux médias qu'il connaît en essayant d'avoir des réponses, ce qui n'est pas le cas, parce que ces médias reçoivent des centaines et des centaines de mails tous les jours. C'est pourquoi on a créé Groover, une plateforme où les artistes peuvent envoyer leurs morceaux pour des micro-sommes à des influenceurs musicaux, des blogs, des playlisters, des labels, des journalistes indépendants, et être assurés d'avoir un retour de leur part et plus si affinité. Merci. J'appelle Switch. Bonjour, je suis Oussine, le fondateur de Switch. Et lorsqu'on crée son entreprise, faire sa comptabilité ou ses tâches administratives, c'est souvent synonyme de moments chronophages et ennuyeux. Mais malheureusement, toutes les entreprises sont obligées de passer par ce moment plus ou moins douloureux. Aujourd'hui, ce que Switch propose, c'est de redonner ce temps perdu aux entrepreneurs, afin qu'ils puissent se consacrer sur ce qu'ils aiment vraiment, c'est-à-dire améliorer leur activité, chérir leurs clients actuels et conquérir ceux de demain. Switch, c'est une plateforme où vous pouvez déposer simplement toutes vos tâches administratives afin qu'elles soient exécutées de façon confiante. Et donc, si vous aussi, vous avez une phobie administrative, n'hésitez pas à venir me voir afin que nous puissions échanger ensemble et trouver votre solution. Je suis Oussine, le fondateur de Switch. Merci de m'avoir écouté. J'appelle Zoupi. Bonsoir. Quand on a des enfants, on veut que tout soit parfait pour eux. Quand on a des enfants, on est noyé sous des quantités énormes de vêtements. Quand on a des enfants, on n'a pas le temps de tout revendre sur Internet. Ces problèmes, la plupart des parents les connaissent et on est bien placé pour le savoir. À nous 3, on cumule presque 20 ans d'expérience en entreprise, donc on a décidé de créer la nôtre, Zoupi. Zoupi, c'est une plateforme d'échange de vêtements pour bébés. Notre fonctionnement, c'est très simple. Un article est égal à un article. Vous me donnez un body 3 mois, je vous l'échange contre un body 9 mois. Et c'est pareil pour tous les vêtements. Notre rémunération, 1 € payé par le client pour chaque article échangé. Notre vision, nous positionner comme le partenaire de qualité et de confiance de chaque parent. Notre marché, c'est 800 millions d'euros en France tous les ans et on vise 10% de ce gros gâteau. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vider vos placards. Donc si vous avez des vêtements pour enfants qui traînent chez vous, vous pouvez vous adresser à Sego, à Nico ou à François. On viendra les récupérer. Notre entreprise, c'est Zoupi. Et avec Zoupi, habiller bébé à l'infini. Lumaka. Bonsoir à tous, je m'appelle Camille. Le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est Lumaka. Alors le sport en France aujourd'hui, c'est près de 20 millions de licenciés, plus de 300 000 associations sportives et 0 moyen de communication dédié. Et effectivement, la communication actuellement, ça passe souvent par des bénévoles armés de leur téléphone portable, de leur adresse mail personnelle et souvent par de l'affichage. Sauf qu'aujourd'hui, ces associations, elles ont besoin de rafraîchir leur image, elles ont besoin d'être sexy et attirantes pour leurs adhérents qui, eux, utilisent Snapchat, Facebook ou Instagram. Donc la solution, c'est Lumaka. C'est le réseau social du sport.
Il permet aux associations sportives, en un clic, de transmettre une information pratique à leurs adhérents, d'organiser des événements avec d'autres clubs ou bien de déposer une offre de poste sur une bourse au bénévolat, par exemple. Donc actuellement, on est en phase pilote, on recherche des associations pour participer à cette phase-là. Donc si vous avez des contacts qui seraient intéressés, n'hésitez pas à venir me parler. Je vous remercie. J'appelle Verivo. Bonjour, alors moi je m'appelle Elodie, je suis entrepreneuse mais avant tout une aventureuse. Et aujourd'hui, c'est dans le sport que je m'aventure, donc plus particulièrement les footballeurs et leurs entraînements. Alors derrière, il faut savoir que derrière un entraînement sportif, derrière une performance sportive, il y a un entraînement et une préparation intensive au quotidien. Et outre les exercices physiques, un joueur va passer énormément de temps à visionner des vidéos pour analyser ses performances. Mais malheureusement, face à ces vidéos, il peut parfois perdre en concentration et donc en efficacité. Et c'est pourquoi, avec Verivo, on essaie de créer des univers immersifs en utilisant la réalité virtuelle. Donc c'est des univers sur mesure pour plonger le joueur dans un univers en 3D pour qu'il soit complètement en immersion totale. Et donc c'est pour augmenter l'efficacité et donc réduire le temps passé devant les vidéos. Et donc Verivo, l'objectif, c'est de transformer le visionnage de vidéos en une expérience sensorielle où l'athlète devient plus un simple spectateur, mais où devient un véritable acteur. Merci. J'appelle Axel. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pierre et peut-être un peu de vous. Pierre a 28 ans, consultant à Paris. Il met de côté 400 € par mois. Jusqu'à maintenant, il a tout mis sur son livret A. L'année dernière, ça lui a rapporté 52 €. Même pas assez pour inviter sa copine dans un resto sympa. Frustré par cette situation, Pierre veut agir, mais il ne se sent pas capable de le faire par lui-même. Il n'a pas non plus confiance en son banquier. Pour aider Pierre dans cette démarche, nous avons créé Axel. En nous appuyant sur notre expertise en finance et après avoir discuté avec lui de sa situation, nous avons proposé à Pierre un investissement personnalisé. Nous l'accompagnons, mais il garde le contrôle, car personne ne devrait prendre la décision à sa place. Axel, c'est ça, un service de conseil indépendant et sur mesure destiné aux jeunes actifs. Aujourd'hui, nous lançons notre solution. Alors si, comme Pierre, vous souhaitez bénéficier de notre expertise, inscrivez-vous sur get-axel.com. Merci à tous, c'était Julien et Guillaume d'Axel. C'est au tour de Impo Crypto. Allez, je m'y mets, je déclare mes revenus 2017. Oh, mais comment je vais déclarer mes bitcoins? Cette question, Nicolas se la pose tous les jours en ce moment, comme entre 100 et 300 000 Français. Nicolas a gagné plusieurs milliers d'euros, réalisé 60 transactions sur 5 plateformes différentes. Mais aujourd'hui, il est incapable de connaître le gain imposable à déclarer, et aussi de comprendre comment le déclarer. Ça l'angoisse. C'est pour ça qu'on a créé un outil très simple qui s'appelle Impo Crypto. On se connecte directement avec les plateformes, on calcule automatiquement le gain généré, et à partir de là, on explique comment déclarer le montant en impôt. Donc si vous avez quelques bitcoins ou monnaies cryptées, rendez-vous sur impocrypto.com. Merci beaucoup. Lemonade. Bonsoir à tous. Donc la semaine dernière, Tom et moi, on a rencontré Mathieu. Mathieu était en train de télécharger 350 photos de voyage pour son site internet. Et en fait, il nous a dit qu'il en avait marre de perdre son temps à faire ce genre de tâches. Donc il a utilisé notre plateforme, Lemonade. Et en fait, on l'a connecté à Lena, une jeune Australienne qui faisait son tour du monde et qui était en ce moment à Paris, qui voulait gagner un petit peu d'argent. Et Lena donc s'est occupée de la tâche fastidieuse de Mathieu.
Ce qui est bien, c'est que Mathieu, du coup, il a pu se concentrer sur les tâches qui l'intéressaient vraiment, le travail important, et tout ça en pratiquant un peu son anglais. Et Léna, de son côté, elle a pu gagner un peu d'argent pour continuer de voyager et vivre son rêve. Donc voilà, si vous aussi, vous avez des tâches pénibles que vous voulez nous donner à faire, et vous voulez aider un ou une jeune touriste à pouvoir continuer son voyage, n'hésitez pas à venir nous voir après et à nous poser quelques questions. Ou sinon, vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook Lemonade-Work and Travel. Et donc voilà, je m'appelle Émilie, ça c'est mon cofondateur Tom. On s'appelle Lemonade et on vous remercie de nous avoir écoutés. Why a venture? Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre-Edouard et il y a un an j'ai quitté mon job pour partir voyager à travers toute l'Amérique du Sud pendant 6 mois. J'ai vécu un tas d'expériences incroyables, comme par exemple cette fois où j'ai pêché des piranhas en plein milieu de l'Amazonie avec José. José, vous savez, c'est ce guide local qui connaît son coin comme sa poche mais qui ne sait pas du tout se vendre. Alors pour les gens comme José, c'est très compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre et les hôtels et les grosses agences leur prennent une grosse partie de leur marge et leur indépendance. Alors c'est pour ça que j'ai créé Yaventure, afin de leur permettre de se vendre et de se révéler au monde entier. Pour les voyageurs comme vous et moi, Yaventure, c'est une plateforme de réservation qui vous permet de réserver et de comparer les offres et les aventures qui vont permettre de rendre vos voyages inoubliables. Alors si vous aussi, ça vous tente la pêche aux piranhas en plein milieu de l'Amazonie, allez sur Yaventure. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la caravane. Bonsoir, je suis Estelle, je suis associée avec Valérie, et ce soir j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Une grande philosophe a dit « Moi j'ai pas envie qu'on supprime la tristesse de ma vie, parce que ça me rend heureuse et forte de savoir que je suis capable de la traverser. » Cette grande philosophe, c'est Mila. Et Mila, elle vient toutes les semaines aux ateliers de la caravane. Mais Mila, elle a 7 ans. 7 ans. Moi j'ai mis au moins 30 ans avant de comprendre un truc pareil. Et c'est pour ça qu'on a fondé la caravane. Parce qu'à la caravane, on est convaincu qu'en chaque enfant, il y a des idées aussi merveilleuses que celle-ci. Oui, parce que la caravane, ce sont des ateliers qui allient philosophie et graphisme pour les enfants dès l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, la caravane, c'est une vingtaine d'enfants qui se réunissent chaque semaine pour s'exprimer librement, et cela leur donne force et confiance. C'est autant de parents qui sont bluffés par la maturité de leurs enfants. Devant ce succès, nous avons besoin de vous aujourd'hui pour nous aider à ouvrir les ateliers de demain. Alors si vous êtes motivé ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, venez nous voir dès maintenant ou envoyez-nous un message via la page Facebook de La Caravane pour prendre contact. C'était Valérie et Estelle pour La Caravane. C'est au tour de Wingsy. Trop cool. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons déployer nos ailes. J'avais pas prévu qu'il y avait un micro en fait. Nos ailes, au boulot, c'est quoi? C'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on aime faire. C'est toutes nos richesses, toutes nos forces qu'on a au fond de nous. Et le gros problème, c'est qu'au boulot, tout ça, c'est quasiment invisible. Notre solution est une app très simple. C'est une application qui est comme un annuaire pour permettre de contacter directement là où le collègue dont vous avez besoin selon son compétence et ses passions. Je vous donne l'exemple de Martine, c'est une chef de projet. Elle a un exposé à rendre demain et elle aurait bien voulu le maqueter, sauf que Martine et le graphisme, ça fait 2. Elle n'a qu'à taper graphiste dans le moteur de recherche de notre application, Wingsy, et elle a la liste de tous ses collègues qui savent maqueter et qui sont graphistes. Elle découvrira ainsi que c'est ce qu'a révélé de lui Ali, qui est juste 2 bureaux plus loin, et elle apprendra en plus que, comme elle, c'est un passionné de jazz. Wingsy, ça existe maintenant. Il faut 5 minutes pour l'installer dans n'importe quelle organisation. Vous allez sur Wingsy, wingzy.io, et vous pouvez déployer vos ailes et celles de tous vos collègues. Merci. Non, c'est au tour de Estéphane.
Bonsoir à tous. Je regarde. Qui parmi vous, en tant qu'étudiant, n'a jamais rencontré de fin de mois difficile? Je pense à tous ceux qui ont eu du mal à payer leurs factures ou à financer leur voyage. Vous avez préféré laisser filer les découverts? Ou encore vous avez préféré emprunter à vos parents, donc qui nous ont déjà bien assez aidés? Et qu'on soit bien clair, nos amis ne sont pas nos banques. Vous serez d'accord avec moi. C'est pourquoi nous avons créé ST Fund, la première plateforme de prêt entre étudiants. Donc elle fait appel à la solidarité d'un étudiant qui prête à un autre étudiant des montants de 50 à 500 euros, et cela pour des durées de 1 mois à 3 mois maximum. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis Futke Bertrand, le cofondateur de Student Fund. Tilt. Bonjour. Donc vous savez quoi? Nous allons rendre les gens heureux. Alors, globalement, en fait, après-demain, avec Jonathan, on a rendez-vous avec Christelle. Christelle, en fait, elle est DRH d'un groupe du CAC 40 qui compte 100 000 collaborateurs. Le job de Christelle, en fait, c'est notamment de gérer la mobilité interne de ses collaborateurs. Son seul outil aujourd'hui à Christelle, c'est un fichier Excel. Impossible pour elle de voir de manière dynamique les compétences de ses collaborateurs et ses motivations. Et impossible pour Christelle de gérer en fait pour elle une expérience collaborateur enrichie. Alors notre job, je dis, c'est de dire à Christelle, la solution, ce sont vos collaborateurs. Que grâce à Tilt, elle va bénéficier d'une vision à 360 des compétences de ses collaborateurs, qui va leur permettre de leur offrir des offres personnalisées en affinité avec leurs compétences et leurs motivations, et que grâce à ça, grâce à Tilt, elle fera de leur expérience professionnelle la meilleure de leur carrière. Alors si vous aussi, vous voulez rendre des gens heureux au travail, parlez-leur de Tilt. Merci. J'appelle Touki. Bonsoir à tous. Je vais vous raconter l'histoire de Tom. Tom est venu visiter Paris le week-end dernier. Il aime voyager hors des sentiers battus pour découvrir des lieux bio, écolos ou responsables. Mais entre les avis des uns, les labels des autres, il était complètement perdu, comme à chaque voyage. Tom n'est pas le seul. En 2017, Paris a accueilli 18 millions de visiteurs qui souhaitent limiter leur impact sur l'environnement lors de leur voyage, mais qui n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'on a décidé de créer Touki. Touki, c'est quoi? C'est le TripAdvisor du tourisme durable en ville. C'est le compagnon de voyage de Tom. En quelques clics, sur son téléphone, il pourra choisir un hôtel écolo, un resto bio, ou tout ce dont il a besoin lors de son voyage, parmi un contenu testé et validé. L'application est gratuite et nous mettrons bientôt un service de réservation. Nous sommes 3 fondateurs, Julie, Karim et Fabien, et nous avons déjà 20 bêta-testeurs depuis 10 jours. Donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant sur notre site internet touki.com, T2O2KI. Merci. Maintenant, j'appelle Wow Iniva. Bonsoir à tous. Nous avons une petite surprise pour vous. Cette belle petite trouvaille, c'est un tour d'oreille et une magnifique boucle d'oreille florale. Ça a été fait par Didier Cova. Je suppose que personne ne le connaît, justement. Ces créations, en fait, elles sortent de son atelier situé à Nîmes. Didier Cova, il fait des trucs hyper sympas, des créations assez originales que vous ne trouverez nulle part ailleurs, hormis dans son atelier pour le moment. Seulement, il a du mal en matière de visibilité, il a du mal à mettre en valeur ses créations, parce qu'il évolue dans un marché pourtant dynamique, il pèse 3,5 milliards d'euros. Mais voilà, il fait face à une concurrence forte des marques et des créateurs assez réputés. C'est pour ça que nous avons créé Bijouasie. Bijouasie, c'est quoi? C'est un concept store en ligne qui révèle au grand public des créateurs de bijoux. Ces talentueux créateurs qui suffoquent par une forte concurrence. Nous sélectionnons chaque semaine de belles pépites de bijoux comme celle-là, c'est un tour d'oreille, qui vous permettront au quotidien d'accessoiriser vos tenues,
d'offrir un cadeau exceptionnel ou alors d'apporter une touche d'originalité à votre look. Ce sont des bijoux assez tendance, uniques, pour des hommes et des femmes. Oui, les hommes ne sont pas exclus, on peut porter un bijou même si on est un homme. Voilà. Du coup, ce que vous devez savoir, c'est que notre sélection, elle est éphémère, elle se renouvelle chaque 2 semaines. Notre actualité est assez riche, donc nous vous invitons dès maintenant à nous suivre sur nos pages Insta et Facebook et à trouver votre bijou de créateur, le bijou de créateur qui vous convient. Merci. Gizmo. Bonsoir. Moi, je vais vous parler de Violette. Violette, c'est une jeune maman active qui, comme de plus en plus d'entre nous, est soucieuse de son impact sur le monde. Aujourd'hui, elle a un petit peu d'argent à placer, mais elle n'y connaît pas grand-chose. Naturellement, elle va se tourner vers son banquier et elle se retrouve avec un placement très rémunérateur, surtout pour la banque, mais très éloigné de ses aspirations éthiques. L'épargne en France, aujourd'hui, c'est 5 000 milliards d'euros. 5 000 milliards d'euros, c'est énorme. Seulement 10% sont investis de manière à peu près responsable. Si on s'attaque aux 90% restants, si on s'y met tous, on peut vraiment faire changer les choses. C'est pour ça qu'on a créé Gizmo, une plateforme d'investissement éthique et durable, gratuite et accessible dès 100 euros. Donc si vous aussi, vous avez envie de trouver des placements qui vous ressemblent, si vous voulez que votre impact sur le monde et sur vos finances soit positif, ne faites pas comme Violette. Vous allez sur notre site www.getgizmo.com où vous venez me voir après pour en discuter. Je m'appelle Yann, je suis le fondateur de Gizmo. Merci. On arrive aux 3 dernières startups. Du coup, j'appelle les petits moments. Bonjour à tous. Vous l'avez sûrement constaté, le cadeau d'affaires n'est plus un cadeau. Ben non, c'est devenu tellement banal. On a tous vécu ça, hein. La clé USB multifonction. Mais elle est où l'expérience? Elle est où la petite attention? La surprise? Vous savez, ce petit moment où vous déballez votre cadeau, vous faites « Waouh, c'est pour moi, on a pensé à moi ?» Chez les petits moments, on a une autre vision du cadeau d'affaires. Pour se différencier, pour être créatif et pour vous faire gagner du temps. Et ça fonctionne, parce qu'en 3 mois, on a déjà développé 18 cas de chiffre d'affaires, 18 000 euros de chiffre d'affaires. Et on a des clients référents aujourd'hui comme Publicis, avec lesquels on travaille pour leurs cadeaux de Noël, pour leur VIP, pour leurs séminaires clients et collaborateurs. Alors ce soir, je suis sûre que dans la salle, il y a un autre futur client référent. Alors je m'appelle Delphine, et vous venez me voir après le show. Maintenant, s'il vous plaît. Je répète, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, je suis le mec qui, lorsqu'il va au café, trouve toujours le moyen de s'asseoir à la seule table où il n'y a pas de carte. Vous savez, la fameuse table maudite, située pile poil dans l'angle mort du serveur, où tout prend toujours un quart d'heure. Vous voulez la carte? Ben, c'est un quart d'heure. Vous voulez commander? Ben, ce sera un quart d'heure. Vous voulez l'addition peut-être? Alors ce sera un quart d'heure. Si tant est que vous payez par 4, il faut rajouter encore un quart d'heure. Moi maintenant, je pose mon après-midi quand je vais aller boire un coup en terrasse. Non, je vous jure, je pose mon après-midi. Mon patron m'en veut, mais je la pose quand même. C'est le gros trou de ma vie. Non, parce que ça me touche de poser mon après-midi à chaque fois pour juste boire un coup. Voilà. Donc, maintenant, vous avez tous vu que je suis un peu paumé, du coup, et que je suis navré aussi, par la même occasion. Donc maintenant que j'ai posé mon après-midi pour aller boire mon coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, selon vous? Je vais faire ce que je peux, je vais ramer comme tout le monde, je vais finir par y arriver, du coup. Depuis le temps, que ce métier existe et qu'il y a des mecs comme moi qui galèrent et en terrasse et pour faire des pitchs devant plein de gens, il y a quand même quelqu'un qui aurait pu penser à autre chose que le légendaire « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ».
S'il vous plaît, c'est une application qui vous permet de commander vos verres directement depuis votre table avec votre téléphone dans vos bars préférés. S'il vous plaît, ça a été créé par et pour les restaurateurs et par et pour les clients comme toi. S'il vous plaît, aujourd'hui, c'est François qui développe l'application, c'est Rémi qui s'occupe de la partie commerciale et moi qui ai dirigé un resto pendant 2 ans. On a débloqué notre premier partenariat aujourd'hui, alors si vous voulez venir, ce sera jeudi soir au BAM Karaoké à Oberkampf. C'était s'il vous plaît et on vous remercie. J'appelle Mouvcar. J'appelle Movicar. Bonsoir à tous, je suis Sergio de Movicar. Aujourd'hui, nous pouvons acheter presque tout sur Internet. Et pour vous, comme pour moi et pour tous les consommateurs, la livraison rapide et à domicile ou au travail est devenue un enjeu très important lors de l'achat. Depuis quelques années, on peut même acheter votre voiture sur Internet. Malheureusement, la livraison rapide et à domicile n'est pas souvent garantie par les sites. Heureusement, Movicar est là pour vous aider. Nous proposons, comment on peut vous aider? Nous proposons un service de livraison à moins de 24 heures. Et donc, si vous voulez découvrir notre service express de livraison et tous les services associés pour faciliter la vie des automobilistes et des entreprises, venez me contacter ou prochainement visiter notre site internet Movicar. Merci. Du coup, merci à tous d'être venus et d'avoir du coup participé et écouté tous nos pitchs. Du coup, les pizzas arrivent dans pas très longtemps, je vous promets. Elles sont en cours. Enfin, elles arrivent. Et sinon, il y a de la bière, du coup, en attendant, pour vous faire patienter, des chips, etc. Et du coup, je vous invite à boire un coup et parler avec plein de gens. Voilà.